En décembre 1773, des taxes excessives, de la contrebande illégale et l'un des plus grands sauvetages d'entreprises de l'histoire mondiale ont conduit à ce que 92 000 livres de thé soient jetés dans le port de Boston. Je vais donc préparer une recette du XVIIIe siècle de Caudle au thé vert pendant que je parle de la Boston Tea Party. Donc, même si je vais faire infuser une théière de thé pour cet épisode, je voulais quelque chose de plus intéressant que simplement faire du thé. Et j'ai trouvé quelque chose d'un peu plus intéressant dans l'édition de 1734 de The Complete Housewife or Accomplished Gentlewoman's Companion d'Eliza Smith. Le livre est anglais, mais c'est le premier livre de cuisine qui a été imprimé dans les colonies américaines lorsqu'il a été imprimé à Williamsburg, en Virginie, en 1742. Et en plus de contenir la première recette anglaise pour quelque chose appelé ketchup, l'auteur inclut une recette de tea caudle. Maintenant, caudle est un mot ancien qui désigne simplement toute boisson chaude, en fait. Mais généralement, c'était soit à base de vin, soit à base de bière, à partir du Moyen-Âge. Et ensuite, on l'adoucissait, on l'épiquait et on l'épaississait avec des jaunes d'œufs, de la chapelure ou un autre épaississant. C'est la première recette de caudle que j'ai rencontrée qui utilise non seulement un alcool, mais aussi du thé, en particulier du thé vert. Elle dit de préparer un caudle au thé. Faites 1 litre de thé vert bien fort, versez-le dans une poêle et mettez-le sur le feu. Ensuite, battez les jaunes de 4 œufs et mélangez-les avec une pinte de vin blanc, une noix de muscade râpée, du sucre selon votre goût, puis mélangez le tout. Remuez sur le feu jusqu'à ce que ce soit bien chaud, puis buvez-le dans des tasses en porcelaine comme on boit un caudle. Puisque cet épisode porte sur la Boston Tea Party, je voulais en fait utiliser l'un des types de thé qu'ils ont jeté dans le port de Boston en 1773. Le thé le plus courant qui se trouvait sur les navires s'appelait bouilli. C'était un thé noir et c'était en quelque sorte la qualité la plus basse de thé noir. Mais ils avaient aussi 2 thés noirs de bien meilleure qualité. L'un s'appelait Kungu et l'autre Souchong. Ensuite, il y avait 2 thés verts, le Singlo et le Young Hyson. Et le thé Hyson était consommé par les colons les plus riches et c'était le préféré de George Washington et de Thomas Jefferson. Et le thé tirait son nom de Philip Hyson, qui était le directeur de la Compagnie des Indes orientales. Et puisque la Compagnie des Indes orientales joue un rôle important dans la Boston Tea Party, j'ai choisi d'utiliser celui-là. Donc, pour cette recette, il vous faudra un quart, c'est-à-dire 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de thé vert en vrac, 4 jaunes d'œufs, 2 tasses, ou 475 ml de vin blanc, une noix de muscade, environ 2 cuillères et demie à café râpé et environ une demi-tasse ou 100 g de sucre blanc selon votre goût. Nous allons donc commencer par préparer le thé vert lui-même qui doit être infusé, pas bouilli, juste infusé. Faites chauffer l'eau sur la cuisinière jusqu'à ce qu'elle atteigne environ 170 à 180 degrés Fahrenheit, soit autour de 80 degrés Celsius. Assurez-vous qu'elle ne bout pas. Ajoutez ensuite le thé vert, mélangez-le et laissez-le infuser pendant environ 3 minutes. Si vous le laissez plus longtemps, il peut devenir amer. Une fois que le thé a infusé, filtrez les feuilles de thé et laissez le liquide dans une casserole moyenne. Laissez-le refroidir jusqu'à ce qu'il soit simplement tiède. Et pendant qu'il refroidit, vous pouvez prendre vos 4 jaunes d'œufs et les fouetter dans un bol avec la noix de muscade, puis ajouter le sucre en fouettant également. Une fois que tout cela est bien mélangé, vous pouvez ajouter le vin blanc et remuer jusqu'à ce que tout soit dissous. Ensuite, une fois que le thé a refroidi jusqu'à être simplement tiède au toucher, vous pouvez ajouter ce mélange d'œufs. Si c'est trop chaud lorsque vous ajoutez le mélange d'œufs, l'œuf va cailler et ce n'est pas appétissant. Donc attendez que ce soit simplement tiède au toucher. Ensuite, placez-le sur feu moyen et laissez chauffer doucement. Dès que ça commence à fumer, vous pouvez remuer jusqu'à ce que ça atteigne environ 80 degrés Celsius, soit 175 degrés Fahrenheit, pas beaucoup plus chaud que ça. Certaines recettes de caudle ajoutent plus de jaune d'œuf, de la chapelure ou des flocons d'avoine, rendant le plat très épais, presque comme une bouillie ou une crème anglaise à boire. Ensuite, il y en a d'autres qui sont juste un peu épaissis et qui ont une texture plus proche de celle du lait de poule, et c'est ce à quoi cette recette va ressembler. Aussi, lorsque j'ai commencé à faire des recherches pour cet épisode, je suis tombé sur quelques sources qui disaient que le thé jeté dans le port était en fait du thé en brique. Je me suis dit, d'accord, je vais en commander. Et voici du thé en brique ou brique de thé, parfois appelé galette de thé, et c'est en fait du thé fermenté qui a été compressé. En voici un que j'ai acheté, il est vraiment sophistiqué et il s'avère qu'en fait ceci n'était
pas vraiment sur ces 3 bateaux. J'ai maintenant du thé en briques sophistiqué et magnifique, mais il ne convient pas à la Boston Tea Party. Il s'avère que la plupart des sites qui prétendent qu'il s'agissait de thé en briques essaient en réalité simplement de vendre des briques de thé. Ils m'ont eu, mais je les trouve jolies et ça existe vraiment. Le thé en briques était donc très populaire. Cela remonte au moins à la dynastie Ming et celui-ci, il faut vraiment le faire bouillir pendant un certain temps. Ça laisse beaucoup de miettes de thé, mais il faut le faire bouillir pendant un certain temps. Le thé qui se trouvait réellement sur les 3 navires lors de la Boston Tea Party, c'était tout du thé en vrac. Et on le sait parce qu'ils ont dû le ratisser dans l'eau à un moment donné. On ne peut pas vraiment ratisser une brique. Ils ont fait la Boston Tea Party à marée basse. Donc une partie est allée dans l'océan, mais une autre s'est simplement entassée en tas dans la boue. Ils ont envoyé des gens avec des râteaux en disant de le mettre dans l'océan. Mais je vais beaucoup trop vite parce que ce dont je veux vraiment parler, ce sont les causes de la Boston Tea Party. Et évidemment, c'est très très compliqué et il y a beaucoup de causes différentes et différentes personnes avaient des motivations différentes. Mais beaucoup d'entre elles se résument en fait à la cupidité excessive de certains des colons riches. Et l'un des plus grands sauvetages d'entreprises de toute l'histoire. Alors pendant que votre codol chauffe, assurez-vous d'être abonné à Tasting History et laissez-moi vous en dire un peu plus sur la Boston Tea Party. La plupart d'entre nous ont appris à l'école que la Boston Tea Party a eu lieu pour protester contre la taxation sans représentation. Et c'était en partie vrai, mais comme souvent avec l'histoire, c'est toujours bien plus compliqué que cela. Des livres entiers ont été écrits à ce sujet. De plus, il s'avère que pour certaines des personnes impliquées, ce n'était peut-être pas aussi noble que cela. Tout commence avec les impôts. Après la guerre de 7 ans, le gouvernement britannique, bien que victorieux, était complètement fauché. Le Parlement avait bien sûr l'habitude de lever des fonds par le biais d'impôts et de taxes auprès des citoyens de la mère patrie et de ses entreprises, mais jusqu'alors, il n'avait jamais réellement imposé de taxes directes à ceux qui vivaient dans les 13 colonies américaines. Eh bien, puisqu'une grande partie de la guerre s'est déroulée en Amérique du Nord, au bénéfice des colons, c'est ce que nous appelons ici la guerre contre les Français et les Indiens. Le Parlement et le roi George III estimaient qu'il était juste de récupérer une partie de cet argent en taxant les colons qui avaient bénéficié de la guerre. D'abord, il y a eu la loi sur le sucre en 1764 qui était, comme son nom l'indique, une taxe sur le sucre. Mais en réalité, c'était en fait une refonte d'une taxe sur la mélasse vieille de 30 ans et l'effet était moins de taxer la population que de limiter la contrebande. Mais ensuite est venue la loi sur le timbre et c'était la première taxe directe imposée à pratiquement tout le monde. Premièrement, si vous aviez besoin de n'importe quel document légal, journal, magazine ou même de carte à jouer, il devait y avoir un timbre royal dessus et ce timbre vous coûtait de l'argent. Le problème, c'est que cette taxe a été adoptée par le Parlement sans que les colons aient de représentation au Parlement et donc c'était une taxation sans représentation. Et la protestation a été énorme à tel point qu'ils l'ont abrogée en moins de 6 mois. Le Parlement a plutôt adopté le loi Townshend imposant des droits de douane sur des importations telles que peinture, papier, plomb, verre et thé. Encore une fois, la réaction a été si intense qu'en 1770, le Parlement a abrogé tous les droits de douane sauf un. Au début, beaucoup au Parlement disaient juste « supprimons tous les droits de douane, c'est absurde et inutile ». Mais le Premier ministre, Lord North, a dit « non, nous devons en garder un pour affirmer notre droit de taxer les colons. Si nous les supprimons tous, alors nous abandonnons en quelque sorte ce droit. » Et ils ont choisi le thé comme celui à conserver. Eh bien, les colons qui n'étaient pas d'accord pour dire que le Parlement avait le droit de les taxer ont décidé de boycotter le thé britannique et de chercher d'autres options, des options moins légales. Et la contrebande de thé existait déjà avant cela, mais maintenant, elle a vraiment prospéré. Et pendant les années suivantes, en travaillant avec des commerçants néerlandais, plusieurs Américains éminents, dont John Hancock, premier signataire de la Déclaration d'indépendance, faisaient entrer clandestinement de grandes quantités de thé qu'ils vendaient aux colons à un prix légèrement inférieur à celui du thé britannique.
Avançons jusqu'au 8 octobre 1772 et Lord North, le Premier ministre, rencontre le directeur de la Compagnie des Indes orientales. La Compagnie britannique des Indes orientales était incroyablement grande, riche et puissante. Il n'existe vraiment aucun équivalent moderne. Il faudrait en gros prendre les 15 ou 20 plus grandes entreprises américaines, les fusionner en une seule, puis leur donner des pouvoirs qu'aucune entreprise ne possède. Non seulement cette entreprise contrôlait environ la moitié du commerce britannique, mais elle entretenait aussi une armée privée de 100 000 soldats pour y parvenir. Finalement, il y aurait en fait 250 000 de soldats, ce qui était plus nombreuse que l'armée britannique elle-même. Alors, avec ce genre de richesse et de pouvoir, il n'est pas étonnant que Lord North ait un peu paniqué quand la réunion a servi à lui annoncer « Nous sommes fauchés et nous allons faire faillite très très bientôt ». Ce que nous avons, ce n'est pas de l'argent, mais ce que nous avons, c'est un tas de thé qui traîne simplement dans des entrepôts. Benjamin Franklin, qui était un diplomate américain vivant à Londres ou à l'époque, a eu vent de cela et a envoyé une lettre à un ami à Philadelphie en disant que la compagnie avait accepté des traites, qu'ils se trouvent incapables de payer, bien qu'ils aient pour 2 millions en thé et autres marchandises des Indes dans leurs entrepôts qui périssent faute de demande. Leur crédit en souffrant ainsi et la valeur de leurs actions chutant, le gouvernement perdra 400 000 livres par an, bien que le marché américain soit perdu à cause de la taxe sur le thé et que nous soyons approvisionnés par les Hollandais, un Américain peut-il s'empêcher de sourire devant de telles bévues ? Ils avaient besoin que le gouvernement leur fournisse 1,5 million de livres, ce qui représentait environ 1/8 de l'ensemble des recettes annuelles du gouvernement. Et Lord North a dit « D'accord, nous allons vous accorder ce prêt même s'il n'avait pas d'argent pour le rembourser ». Mais le gouvernement britannique a ensuite pris davantage de contrôle sur la compagnie et ils ont dû adopter une loi pour s'assurer que la compagnie puisse réellement rembourser l'argent et c'était le Tea Act. Maintenant, ce n'était pas une taxe sur le thé, mais plutôt le contraire. En fait, cela permettait à la Compagnie des Indes orientales de contourner les intermédiaires à Londres et d'importer directement en Amérique avec une taxe beaucoup plus faible sur le thé. Cela allait en réalité réduire le prix du thé pour les colons américains, ouvrant ainsi le marché américain et donnant à la compagnie un monopole sur le thé moins cher fourni aux colons. Par cet acte, Lord North sauvait la Compagnie britannique des Indes orientales, s'assurait qu'elle pourrait rembourser le prêt et apaiser les colons en leur fournissant du thé moins cher. C'était un coup de maître, ou du moins c'est ce que pensait Lord North. Mais une autre lettre de Benjamin Franklin montre pourquoi il avait tort à ce sujet. Maintenant, le plan judicieux est de réduire suffisamment la taxe ici pour que le thé soit moins cher en Amérique que ce que les étrangers peuvent nous fournir, et de maintenir la taxe là-bas afin de préserver l'exercice du droit. Ils n'ont aucune idée que des gens puissent agir selon un autre principe que celui de l'intérêt. Et ils croient que 3 pence par livre de thé, dont on ne boit peut-être même pas 10 livres par an, suffisent à vaincre tout le patriotisme d'un Américain. En fait, ce n'était pas une question de prix du thé. Il s'agissait du droit des Britanniques de taxer les colons et du droit des colons de ne pas être taxés par les Britanniques. Et donc, même si le thé serait désormais moins cher que le thé de contrebande, il y aurait quand même une petite taxe dessus et c'était encore trop de taxes pour beaucoup de colons. Ceux qui étaient derrière le slogan « Pas de taxation sans représentation », des gens comme John Adams et Sam Adams, n'allaient pas permettre cela. Et ceux qui gagnaient beaucoup d'argent grâce au thé hollandais de contrebande, comme John Hancock, n'allaient pas non plus permettre cela. Mais le thé quitta Londres malgré tout, et le 28 novembre 1773, le Dartmouth, chargé de 114 caisses de thé de la Compagnie britannique des Indes orientales en provenance de Chine, arriva à Griffin's Wharf dans le port de Boston. Peu de temps après, l'Eleanor et le Beaver accostèrent également, tous remplis de thé et d'autres marchandises, et tous craignant la violence, donc réticents à décharger leur cargaison. Selon la loi, les propriétaires de ces navires devaient décharger leur cargaison dans les 20 jours suivant leur arrivée et payer la taxe correspondante. Et ce 20e jour serait le 17 décembre. Eh bien, le 16 décembre, la veille de la date limite pour décharger le thé et payer la taxe,
Entre 5000 et 7000 personnes, soit plus d'un tiers de la population de Boston, se sont réunies à l'Old South Meeting Hall pour écouter des discours et des débats sur ce qu'il fallait exactement faire. L'espoir était que le gouverneur Thomas Hutchinson autoriserait les navires à retourner en Angleterre sans décharger le thé, mais lorsque la nouvelle est arrivée qu'il avait refusé et déclaré que si ces navires tentaient de quitter le port, ils seraient attaqués, Samuel Adams s'est levé et a déclaré que cette assemblée ne pouvait plus rien faire pour sauver le pays. Certaines personnes disent que c'était le signal pour aller au port de Boston jeter le thé, mais ce n'était pas vrai. En fait, il a essayé de retenir les gens là parce qu'ils n'avaient pas fini de parler. La réunion devait encore durer un peu. Mais environ 10 ou 15 minutes plus tard, certaines personnes se sont levées et sont parties, et beaucoup d'entre eux sont allés se déguiser en guerriers Mohawks. Et entre 18 et 19 heures, environ 50 à 100 hommes sont descendus jusqu'à Griffin's Wharf et sont montés à bord des 3 navires. Et de façon assez méthodique, pendant environ 3 heures, ils ont détruit environ 342 caisses contenant 92 000 livres de thé. Maintenant, la plupart des chefs de ce mouvement, comme John Hancock, Samuel Adams et Joseph Warren, n'y sont pas allés. Non seulement ils sont restés en arrière, mais ils ont aussi fait en sorte que cela se voit. Donc en gros, ils avaient un alibi parce que c'était un acte illégal qui allait être commis. En fait, le seul parmi les chefs qui est allé sur les navires était un homme nommé William Molyneux, qui est mort 1 an plus tard. Donc en général, on ne se souvient même pas de son nom. La plupart des personnes qui y sont allées étaient des gens ordinaires, juste des ouvriers du port et des personnes de ce genre. Et donc, ils sont descendus là-bas pour détruire le thé et uniquement le thé. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer à quel point cet acte était grave, car la destruction de biens était l'une des pires choses qu'une personne pouvait faire. Je veux dire, c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était pris beaucoup plus au sérieux, surtout dans les colonies. Et donc, ils se sont assurés de ne détruire que le thé et que rien d'autre ne serait touché. En fait, certaines personnes sont restées après pour balayer les morceaux de bois cassés et tout ce qui se trouvait sur les ponts des navires parce qu'ils voulaient les laisser impeccables. Et il y avait une serrure qui devait être détruite pour accéder au thé sur l'un des navires. Le lendemain matin, la personne responsable est venue avec une nouvelle serrure et a dit « Je viens remplacer votre serrure ». Il s'agissait vraiment simplement de détruire le thé comme un acte de défiance. Et c'était sérieux, et il savait que c'était sérieux tout comme tout le monde. Le lendemain, c'était dans les journaux et les gens en parlaient. John Adams a écrit « Le sort en est jeté. Le peuple a traversé la rivière et coupé le pont derrière lui. La nuit dernière, 3 cargaisons de thé ont été déversées dans le port. C'est le plus grand événement qui se soit produit depuis le début de la controverse avec la Grande-Bretagne. La grandeur de cet acte me charme, au fait l'utilisation excessive de virgules par John Adams me déconcerte complètement, je ne comprends tout simplement pas. Quoi qu'il en soit, il a fallu un certain temps pour que la nouvelle parvienne à Londres. Mais quand ce fut le cas, ce fut la panique totale. Les gens ordinaires étaient tout simplement stupéfaits, ça ne se faisait pas, c'était scandaleux. Et Lord North, le Premier ministre, a dit « Les Américains ont goudronné et emplumé vos sujets, brûlé vos navires, refusé d'obéir à vos lois et à votre autorité. Pourtant, notre conduite a été si clémente et si patiente qu'il nous incombe désormais d'adopter une autre voie. S'ils nient notre autorité dans un cas, cela s'applique à tout. Nous devons les contrôler ou nous soumettre à eux. » Et peu de temps après, dans le but de punir les habitants de Boston, les lois coercitives ou lois intolérables furent adoptées. Celles-ci, entre autres choses, fermèrent le port de Boston, autorisèrent le cantonnement des troupes dans les maisons privées des habitants et révoquèrent la charte coloniale du Massachusetts, le plaçant désormais directement sous le contrôle britannique. Et c'était vraiment Boston qu'ils essayaient de punir, même si d'autres actes de vandalisme liés au thé ont eu lieu dans d'autres parties des colonies. En fait, le premier a eu lieu à Charleston, mais ils n'ont pas détruit le thé, ils l'ont simplement confisqué et l'ont essentiellement caché. Ils ont bien détruit le thé à New York. Ils l'ont jeté dans l'Hudson, mais c'était un peu après l'affaire de Boston, donc Boston en a pris le plus gros. Quant aux colons, ils ont riposté en boycottant complètement le thé.
Dans de nombreux cas, ils buvaient à la place du thé de la liberté, qui était essentiellement des infusions d'herbes et de plantes locales, et en passant de plus en plus au café pour leur dose de caféine. Donc, avec cela en tête, si nous étions en 1774, je serais probablement considéré comme un traître pour ce que je m'apprête à faire. Parce que je m'apprête à savourer, ou du moins à essayer, cette recette du XVIIIe siècle de teacoddle, et nous y voilà. Le teacoddle utilise le même thé vert qui a été jeté dans le port lors de la Boston Tea Party. On peut vraiment sentir le vin et la noix de muscade. Je ne sens pas vraiment l'arôme du thé vert, mais goûtons quand même. C'est étrange. D'accord. Alors, on sent bien le thé vert et la muscade, mais pas vraiment le vin. C'est étrange, je le sens, mais je n'en perçois pas le goût. Ce qui est étrange, c'est que je ressens une saveur d'agrumes, comme du citron ou un autre agrume, mais il n'y a pas d'agrumes dedans. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je n'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. Enfin, en fait, ça commence même à me plaire. C'est vraiment étrange. Ce n'est pas trop épais du tout. C'est un peu comme du lait de poule. C'est juste un peu plus épais que le liquide de départ. Mais ce n'est pas si épais que ça, comme je l'ai dit. Ce n'est pas comme si ça allait napper le dos d'une cuillère ou quoi que ce soit. Mais c'est en fait assez agréable. Mais oui, il y a comme une pointe d'agrumes et je suppose que c'est en fait le vin. Mais quelque chose s'est passé avec la saveur, elle a changé. Et c'est quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment cool. Donc oui, ça vaut vraiment le coup de le faire, ne serait-ce que pour goûter une boisson aussi intéressante, parce que vous n'allez pas trouver ça sur beaucoup de menus aujourd'hui, je peux vous le dire. Et je vous retrouve la prochaine fois dans Drinking History.